Et Éric Revel. Bonsoir, Laurence. Éric, est-ce que vous êtes inquiet de cette 12e journée de manifestation demain dans toute la France? En tout cas, les commerçants le sont. Certains d'entre eux sont déjà en train de se barricader sur le parcours des manifestations. On va voir un exemple à Rennes où Michael Chailloux, notre correspondant, s'est rendu. Ils sont épuisés, les commerçants, et ils disent leur ras-le-bol. Écoutez. À Rennes, une centaine de commerces sont recouverts de contreplaqués, préventivement ou parce qu'en dessous, les vitrines ont été détruites. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés préfèrent laisser leurs représentants s'exprimer. Certains craignent des représailles, certains ont peur. Si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. Et les équipes commencent à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres de leur franchiseur, par exemple, ou ont des ordres de leur direction de ne surtout pas communiquer. Selon l'enquête réalisée par Carré Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne, en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Et cet habitant rennais le ressent. Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir sereine. Autre cas de figure, une boutique de lingerie où la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à 20% en février et mars. Les jours de manifestation, l'équipe a la peur au ventre. Quand on a des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait 0 sur une journée de manifestation. Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontreront la mairie pour lancer une campagne de dynamisation du centre-ville au plus vite. Voilà pour ce reportage assez parlant de Michael Chailloux. Commissaire Lebars, on est sur un ras-le-bol total des commerçants et on les comprend. Mais c'est très bien qu'on parle des victimes de ces manifestations, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et en tant que policier, on sait très bien de qui il s'agit, parce que d'abord, on va les voir en tant que policier pour leur dire attention, le trajet de la manifestation va passer devant vos commerces, protégez-vous. Donc ces gens-là, ils endossent quand même plusieurs risques et plusieurs coûts. Quand ils font les choses bien, ils se barricadent, ils font installer des panneaux en bois, ça coûte une fortune, c'est découpé sur mesure, et parfois on l'a vu dans des images de manifs, en plus ils sont arrachés, et les délinquants, parce que c'est pas les manifestants, c'est les délinquants qui infestent les manifs, cassent les moyens de protection. Ils ont des pertes de chiffre d'affaires, parce que dans une journée de grosses manifestations, inutile de vous dire qu'il y a 0 client. Et ça se répète comme ça de semaine en semaine, ils ont connu les gilets jaunes, donc moi je trouve ça très bien qu'on parle d'eux, parce que j'en ai rencontré en tant que policier, j'en ai vu pleurer devant mes yeux avec leur commerce qui était foutu, et qui mettaient en liquidation, qu'ils allaient vendre tellement ils étaient à bout. Alors c'est peut-être pas aussi grave que des blessures physiques ou des décès. Fort heureusement, il n'y a pas de décès dans les manifestations. Mais ces gens-là, ils ont une vie derrière. Ils entretiennent aussi des familles. Ils sont là pour faire du commerce, comme son nom l'indique. Et ils subissent à peu près l'horreur, parce que les trajets de manifestation, vous savez, dans les villes, c'est souvent les mêmes. Ça change assez peu. Pour Paris, c'est Bastille, République, Nation. C'est à peu près toujours ce triangle-là. Parfois, il y a une variante, ça finit à Opéra. Mais c'est souvent les mêmes qui subissent ça. Donc moi, je trouve ça très bien qu'on en parle, parce que ces gens-là, ils souffrent à tout niveau. François Pupponi, vous acquiescez comme Karim? Oui, moi je connais bien les patrons de la Rotonde. Oui, c'est le restaurant qui a été brûlé à Paris. Enfin, alors ça a été brûlé une première fois, volontairement. Oui. Et puis là, la bâche a brûlé de nouveau. Là, ils ont eu comme client Emmanuel Macron. Et depuis, ils sont le symbole de la Macronie. Et donc, ils sont systématiquement en haut. C'est les gens qui sont travailleurs, ces deux frères qui sont propriétaires, ils travaillent, et comme beaucoup de commerçants qui systématiquement regardent tout le temps le trajet, et en fonction du trajet, ferment la boutique, et c'est des journées perdues. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la RATP, il y a eu les poubelles, et à un moment, ils ne peuvent plus, quoi. Il y en a qui déposent le bilan régulièrement. Karim ? Non, mais les commerçants, ce sont des acteurs majeurs dans le pays, acteurs de lien social, acteurs de proximité, créateurs d'emplois, de richesses, qui créent un rayonnement aussi dans nos villes, dans nos centres-villes. Donc c'est une honte ce qu'ils subissent. C'est une honte parce que on a des casseurs qui prétendent au nom d'une idéologie anticapitaliste à s'attaquer à la grande finance, mais je suis désolé, ils font n'importe quoi. Ils se trompent de cible totalement. Ce sont des voyous, comme ça a été dit. Ce ne sont pas des manifestants, ces gens-là. Donc moi, je suis 100% du côté des commerçants. Je comprends leur émoi, je comprends leur inquiétude. Ils ont des chiffres d'affaires en chute libre. Donc, et c'est autant, j'ai envie de dire, de dynamique dans nos villes, mais aussi on parle de questions budgétaires en permanence. Je veux dire, quand vous ne vendez pas, vous ne faites pas de TVA. Quand vous ne vendez pas, vous ne faites pas de votre résultat net est mis à mal. C'est autant d'impôts en moins dans les caisses de l'État. Donc, tout le monde est perdant. Donc, à mettre à mal les commerçants tel que c'est le cas lors des manifestations. Il faut absolument les soutenir, absolument les protéger. Donc, et ça, c'est pas négociable. Jean-François Lejeune.
Mais l'exemple de la rotonde est parfait en réalité parce que on peut l'étendre à tous les commerçants qui ont pâti depuis des années des manifestations. Ce sont des gens qui sont extrêmement travailleurs déjà, qui sont ouverts jusqu'à très tard, qui ne roulent absolument pas sur l'or, contrairement à l'image qui a été véhiculée notamment par l'extrême gauche, mais pas uniquement à cause du dîner d'Emmanuel Macron, mais c'est une brasserie en réalité. Et c'est même un lieu assez populaire en réalité sur le boulevard du Montparnasse. Et en fait, tous ces commerçants qui sont attaqués, qui sont ciblés comme soi-disant des symboles du capitalisme ou de l'opulence, etc., sont souvent des gens extrêmement travailleurs qui en effet payent leurs impôts et pour qui c'est d'une injustice hallucinante, quoi. Donc la rotonde, c'est connu, donc c'est facile d'en parler, mais en réalité, on pourrait étendre cette jurisprudence, cette défense à tous ces pauvres gens qui d'ailleurs sont pas spécialement pour la réforme des retraites. Enfin, je connais pas leurs opinions politiques, mais ce sont vraiment des Français comme tout le monde qui aujourd'hui plaignent de plein de fouet. Ils se la font eux-mêmes. Oui, tout a été dit sur les commerçants. Je pense que l'attaque de la rotonde, c'est plus l'attaque d'un symbole politique qu'une attaque anticapitaliste. Souvenez-vous aussi que le Fouquet's, ça avait été dévasté et c'était l'endroit où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire. Là, c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans le reportage qu'on a vu, Laurence, au-delà de tout ce qui a été dit très juste sur les commerçants et sur leur chiffre d'affaires, c'est maintenant des gens qui refusent de parler devant les caméras parce qu'ils craignent, ils sont menacés. C'est-à-dire qu'on est en train de... Et là, je parle évidemment des casseurs, je parle de ce que le commissaire appelait des voyous, des délinquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les victimes sont des victimes, mais les victimes ont peur de parler. Elles ont peur de dire, ces commerçants ont peur de dire qu'on va s'en prendre, qu'on s'en est pris à leur magasin, qu'on les a pillés. Parce qu'ils sont reconnus et qu'après les types viennent vous vous rendez compte dans quoi on est en train de basculer, en fait. Mais nous, on donne plus le nom de nos journalistes à l'antenne de peur qu'ils se fassent attaquer. C'est pas nouveau. Les victimes ont toujours eu peur de parler. On va parler de Nice tout à l'heure. Dans les quartiers, tu crois qu'ils parlent, les victimes? Elles ne parlent pas. Allez, dernier mot, Eric. Ce que je veux dire, c'est qu'on va crescendo vers une violence qui n'a plus de limite. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y avait aussi des commerces qui avaient été ravagés. On avait des commerçants qui parlaient. Moi, c'est la première fois que dans un reportage, j'entends la présidente des commerçants rennais qui prend la parole pour tout le monde en disant... Ils ont trop peur. Ils ont trop peur, ils s'expriment plus. Il y a quelque chose qui tourne plus rond dans notre pays. On va faire une petite pause. Florian Tardif, qui était sur le plateau, vient de nous dire que le président va convoquer vendredi à 16h ses ministres et les dirigeants de la majorité à l'Élysée pour une réunion de travail, évidemment. Ce sera après la journée de manifestation. D'abord, vous avez rencontré quelques commerçants. On disait précédemment qu'ils sont inquiets. Vous nous confirmez, j'imagine. Quelques commerçants effectivement assez inquiets ici autour de la place de la Bastille. Néanmoins rassurés d'une seule chose, eh bien, c'est que le trajet de la manifestation de demain démarrera ici depuis la place de l'Opéra, pardonnez-moi. Et effectivement, c'est vrai que ce qu'ils nous disaient, c'est qu'en général, les éléments perturbateurs arrivent en cours de trajet, voire même à la fin du trajet, mais non pas au début de cette manifestation. Néanmoins, eh bien, il y a beaucoup de magasins qui ont terminé ou qui commencent à se barricader avant cette manifestation de demain. Il y a juste à côté de nous, cette boutique de téléphonie mobile qui vient tout juste de terminer de se barricader. Aucune banque d'ailleurs n'a laissé ses vitrines sans ces grandes plaques de bois sur le trajet. Et effectivement, il y a également un kiosquier juste à côté de nous qui nous disait un petit peu plus tôt qu'il avait été partiellement incendié, son kiosque, il y a 2 semaines lors de la manifestation qui s'était terminée ici, place de l'Opéra. Il a rouvert hier et demain, il devra déjà fermer ses portes en prévision justement au cas où ça devait dégénérer ici, place de l'Opéra. Pour ce qui est du dispositif, demain, 11 500 policiers et gendarmes déployés sur toute la France, 4 200 uniquement à Paris, et on attend 500 à 1000 éléments perturbateurs à Paris dans le cortège parisien. Merci Vincent Fernandez avec Charles Pousseau sur place dans la capitale. Commissaire Lebars, c'est à peu près le même étiage que lors de la dernière mobilisation, 500 à 1000 éléments radicaux qui seront sans doute en tête de cortège aussi. Oui, ce sont des prévisions. Il n'y a pas de science exacte sur ce type de prévision, mais on voit bien qu'avec la répétition et puis avec la qualité de nos services de renseignement, on a toujours les éléments perturbateurs. Alors je vais vous dire, qu'ils soient 300, 500, 600, ça change pas grand-chose. Une fois qu'on a des nébuleuses ou un black bloc qui se regroupe, notre travail à nous, c'est de faire en sorte de l'empêcher de nuire sur les manifestants et donc de s'en prendre à la tête de cortège, puis également l'empêcher d'agir. On reparle de la rotonde, je les vois à l'image. Souvenez-vous des policiers qu'on a mis en sécurisation devant la rotonde
le nombre de projectiles, ça pourrait même se peser peut-être en centaines de kilos qu'ils ont reçus. C'est juste sidérant pour ceux qui se disent que les policiers, ils font que leur travail et qu'il n'y a pas, pour certains qui n'ont pas d'empathie sur ce qu'ils vivent, on leur demande d'être dans la résilience, ils gardent un commerce pour faire en sorte que ce commerce brûle pas. Ils ont fini repeint dans toutes les couleurs, ça pourrait peut-être à la limite faire rire, mais en l'occurrence, il n'y a rien de drôle à ça parce que c'est humiliant. Ils ont reçu des pavés, des projectiles en tout genre. C'était une pluie incessante. Donc c'est ça la journée de demain qui attend certains de nos policiers et de nos gendarmes, parce que on a les deux forces qui sont engagées demain. Et puis j'entendais aussi votre journaliste. J'ai oublié de préciser une chose, c'est qu'il y a des commerçants, eux, qui sont sur un autre coût qui est considérable, c'est que quand les vitrines sont descendues plusieurs fois, vous avez les assurances qui vous abandonnent. Et j'ai aussi rencontré des commerçants qui n'ont plus de compagnie d'assurance parce que c'est plus remboursable tellement leurs vitrines ont été cassées. Et donc c'est des gens qui sont complètement démunis et qui se retrouvent à chaque fois quand ils sont sur un cortège avec la peur au ventre. Moi j'en connais, ils restent dans leur commerce en faisant en sorte d'être le plus nombreux possible pour essayer de protéger ce qu'il y a de protégeable. C'est extrêmement compliqué. Un tout petit mot du dispositif de maintien de l'ordre demain, commissaire Lebars, à peu près le même que la dernière fois, 11 500 policiers sur l'ensemble du territoire, un peu plus de 4 200 à Paris. La stratégie a bien fonctionné lors des dernières manifestations, selon vous ? Mais je vais être prudent sur les mots que je vais employer, parce que quand on voit le climat de polémique et de défiance dans lequel on est, si je vous dirais que ça a bien fonctionné, j'entends déjà les gens qui hurlent. Vous savez, tout va bien quand on est dans le maintien de l'ordre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre sur les plateaux. C'est quand on commence à gérer le désordre que ça devient compliqué. Il faut toujours rappeler des choses essentielles. Le désordre, ça vient pas de la police ou de la gendarmerie. Ça vient de ceux qui viennent semer le désordre, des délinquants, des voyous, des black blocs, de tout ce qu'on veut comme anarchistes. Et une fois qu'on gère le désordre, je ne connais aucune force au monde, aucune, je pèse mes mots, qui gère le désordre proprement. Ça se gère pas avec une plume, un stylo ou bonjour monsieur, voulez-vous bien vous rendre. C'est pas vrai. Quand on fait usage de la force pour gérer le désordre et rétablir l'ordre, eh bien utiliser la force, ça fait du dégât. Mais il faut accepter qu'on ait une police qui est républicaine, qu'elle peut faillir par des comportements individuels, ce qui est rare, mais ça peut exister et ça existe, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux parfois, mais ne pas résumer l'usage de nos forces de l'ordre à ces défaillances individuelles, parce que dans l'ensemble, moi je regarde, ça fait combien d'années de polémiques qu'on a maintenant derrière nous, on n'a pas de morts en manifestation, fort heureusement. Moi je rappelle que l'invasion du Capitole, il y a quand même eu 3 ou 4 morts, on n'a pas trop su d'ailleurs dans quelles conditions ceux qui étaient à l'extérieur l'étaient, mais on a une technique de gestion du maintien de l'ordre ou de la gestion du désordre qui est en France saine, encadrée, elle répond à des règles, et contrairement à ce que disent certains, c'est pas mieux en Allemagne, c'est pas mieux aux Pays-Bas, c'est faux. Il y a des endroits où ils utilisent les chiens, d'autres où ils utilisent le contact. Il n'y a pas de science parfaite pour cette matière. Un petit mot avant de passer la parole à nos autres débatteurs. Il y a aussi une alerte pour vendredi, après la décision du Conseil constitutionnel. On se rappelle qu'au moment où Elisabeth Borne avait engagé le 49.3, il y a eu des manifestations spontanées, plus ou moins spontanées, place de la Concorde, et dans de très nombreuses villes de France, moyennes notamment. Il y a une alerte pour vendredi aussi, après la décision du Conseil ? Il y a bien sûr une alerte et il y a une pré-mobilisation. Il y aura des effectifs de police et de gendarmerie partout en France en nombre. C'est beaucoup plus difficile pour nous, il faut dire les choses. C'est que demain, c'est une journée entre guillemets organisée. Il y aura du désordre dans l'organisation, alors que vendredi, ça ne va être que de l'improvisation. Et s'il y a une décision qui déplaît je ne sais pas à qui, et qu'il y a des mouvements spontanés, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les forces de l'ordre, c'est de faire face à des mouvements spontanés. Alors il va falloir faire le tri entre ce qui est de l'ordre festif, peut-être un peu de désordre léger, parce qu'il faut peut-être parfois accepter l'idée qu'un désordre léger, un désordre léger peut s'arrêter seul. C'est extrêmement délicat. On est dans la capitale, c'est pas la même gestion que le désordre dans certains quartiers. Moi, vous savez, je suis un produit entre guillemets de la banlieue. Quand il y avait des violences urbaines, une poubelle qui brûle, une voiture qui brûle, s'il n'y a pas de propagation, on évite de trop se montrer pour éviter à ceux qui seraient tentés d'affronter les forces de l'ordre de se montrer. Mais on est dans la capitale, il y a des symboles, il y a des choses qui peuvent pas être laissées en l'état. Donc ça va être une journée sans doute compliquée selon la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel. Mais j'ai même envie de vous dire que même quelle que soit la décision, je pense il y aura forcément des mécontents, parce que tout est critiqué en France aujourd'hui. Les institutions sont critiquées, et je pense malheureusement que le Conseil constitutionnel va l'être aussi. François Pupponi. Non, le risque pour vendredi, c'est que effectivement, si le Conseil ne censure pas la totalité du texte, certains laissent croire qu'ils peuvent mettre la pression au président de la République pour qu'il ne promulgue pas la loi. Ce qui n'est pas possible, parce que le Parlement aura voté, le Conseil aura validé, et donc le président n'a pas le droit de ne pas promulguer. Il y a un précédent quand même. Oui, mais juridiquement, on va dire, c'est un président qui dit « je ne promulgue pas une loi », surtout qu'en plus c'est lui qui la voulait, la loi. Oui, bien sûr. Mais certains laissent croire... Vous parlez de quel président, le CPE ? C'est moi qui parlais, pardon. Et donc, laisse croire que... Bon. Donc là, le problème, c'est que oui, effectivement, dès vendredi, ça peut déraper. Ça peut déraper demain, parce qu'on sait que c'est pratiquement une des dernières manifestations et que les Black Blocs vont venir en nombre parce qu'ils savent qu'ils ont encore la possibilité de
de saccager tout dans Paris ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Paris, on a vu les villes en province, hors région, pardon, hors Paris, pardon, en région. Et donc, la pression de ce week-end risque d'être très forte. Parce que certains pensent que c'est le dernier coup qu'ils peuvent jouer pour empêcher la promulgation de la loi. Le dernier round. Karim, Zeribi et Geoffroy. Commissaire Le Bars, comme à son habitude, a été très, très pointu et très précis, mais je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'il faille distinguer la manifestation de demain, comme il l'a fait, et ce qui peut se passer vendredi, après la décision du Conseil constitutionnel, et qui peut se répéter plusieurs jours derrière. Demain, on a une manifestation organisée par l'intersyndicale, avec un service d'ordre de l'intersyndicale, qui travaille en collaboration avec la police et les gendarmes mobiles, et ça se fait remarquablement bien pour maîtriser les casseurs, les voyous, les black blocs, qui sont des professionnels de la guérilla, faut-il le rappeler, et auxquels on aura affaire demain. Mais à partir de vendredi, ça n'est plus la même donne. À partir de vendredi, ça va être des groupes éclatés, qui vont décider d'aller manifester ici ou là, sans déclarer la manifestation, sans que celle-ci soit organisée, avec nécessité pour le maintien de l'ordre d'intervenir pour faire face à ces groupes-là. Et ces groupes-là, on ne saura pas qui y a dedans. Il y aura certainement des manifestants sincères, mais il y aura aussi et surtout beaucoup de délinquants. Comment voulez-vous, pour la police nationale et les gendarmes mobiles et les CRS, de faire la part des choses ? C'est un métier qui est extrêmement difficile dans ces conditions. On ne le dit pas assez. Sous-entendu derrière, ils auront eu des amplitudes de 24 heures parfois, donc sans repos, parce que ce seront les mêmes qui seront remis sur le terrain, faute d'effectifs. Je vous rappelle quand même qu'on a 150 000 fonctionnaires de police, on a à peu près 11 000 de CRS, plus les CSI, plus la Bravem là pour Paris. Bon, ok, on a des forces supplémentaires, mais c'est très peu finalement par rapport à la répétition de ces manifestations, donc qui sollicitent les forces de l'ordre. Donc elles vont être confrontées à des guérillas urbaines dans les prochains jours. Moi, je pense que ça va être très 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 compliqué à juguler selon la décision du Conseil constitutionnel, évidemment. Donc, mais encore une fois, je pense que le discernement auquel a fait état le commissaire Le Bars, il faut le faire dans toute la population, dans toute la classe politique. Il peut y avoir quelques comportements de dérapage de fonctionnaires de police, mais la police nationale et les gendarmes mobiles sont là pour faire vivre la République, pour établir l'ordre, qu'on ne se trompe pas. Et ils sont souvent du côté des manifestants si on leur demande individuellement ce qu'ils pensent de cette réforme des retraites. Donc, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Karim ? Je suis d'accord, puis il faut le rappeler régulièrement parce que ça permet de casser un peu cette espèce d'énorme propagande politico-médiatique, parfois médiatique, sur les soi-disant violences policières, et je mets tous les guillemets qu'il faut. Moi, il y a une autre chose qui me peine quand je vois, vous savez, des images de manifestants qui s'en prennent aux forces de l'ordre ou qui brûlent des commerces, et on a en tête les images évidemment de la Rotonde, entre autres. En fait, je vous apprends rien, Laurence, parce que c'est en répondant à vos questions qu'il l'a dit, mais Gérald Darmanin a eu raison de parler de Black Bourge en réalité, parce que c'est pas ni les manifestants ni les Français opposés à la réforme qui font ça, ce sont c'est une minorité d'entre eux qui en général sont issus de la bourgeoisie. Ça me fait penser au mot, vous savez, Pasolini avait dit au moment de mai 68 qu'il s'amusait au sujet des manifestants qui s'en prenaient déjà à la police, de voir des enfants de la bourgeoisie s'en prendre à des enfants du peuple, et que lui se sentait du côté du peuple. C'est exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les forces de l'ordre, c'est évidemment des enfants du peuple. Très souvent, on parlait tout à l'heure des commerçants de la Rotonde, c'est le peuple, ce sont des travailleurs, et ils se font agresser, harceler avec des scènes d'une violence souvent insoutenable par des gens qui sont en fait les fameux Black Bourges dont parlait Darmanin. Il a eu bien raison d'inverser un peu la tendance. Et avec des voyous qui viennent d'Europe aussi. Et bien sûr. François Pipponi par une partie de l'extrême gauche, c'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, la gauche en prédation. La couverture, c'est un Black Bloc avec un fumigène, on est d'accord. Oui, parce que les députés et les filles l'ont dit. On a perdu dans l'hémicycle, on gagnera dans la rue. Donc ils disent aux gens, allez-y. Les institutions ne vous écoutent pas, les institutions ne vous respectent pas, donc c'est par la rue qu'on gagnera. Et donc ils donnent le mot d'ordre en disant, allez-y. Et jamais j'ai entendu un député et les filles condamner les attaques contre les policiers, condamner ce qui se passe, jamais. Au contraire, ils disent... il y a des agressions, les policiers tuent, les policiers agressent, et donc c'est une volonté de la France insoumise en particulier, et de l'extrême gauche, de déstabiliser les institutions et de profiter d'un mouvement social pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire globalement une guérilla urbaine. Oui, absolument. Il y en a un qui vient de remettre en cause l'IGPN, donc récemment, de députés LFI.
Oui. Ça fait longtemps qu'ils disent toujours, ils se jugent entre eux, etc. C'est insupportable. Comme il dit pas, faut peut-être faire évoluer l'IGPN. Non, il dit l'IGPN ne peut pas aujourd'hui statuer, n'a pas le droit de statuer. Alors que le plus grand nombre de sanctions est donné par l'IGPN pour un corps de fonctionnaires dans le pays. Ça vous fait réagir, commissaire Lepar ? Bah oui, vous savez bien que pour le coup, d'abord, je rappelle toujours qu'il y a nombre de professions, la vôtre aussi, Laurence, où on est, entre guillemets, alors c'est pas la bonne phrase justement, jugé par ses pairs, mais pourquoi il faut l'expliquer ? C'est parce que qui de mieux connaît le travail de policier qu'un policier, qui de mieux connaît le travail d'un gendarme qu'un gendarme ? Toutes les professions, les avocats, les journalistes, les magistrats, les policiers, les gendarmes, faut le dire, ont des inspections, les médecins, composés de membres de leur profession. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'on dit jamais assez souvent aussi, c'est que l'IGPN, quand elle travaille en judiciaire, elle travaille sous l'autorité de la justice. Donc en fait, quand certains politiques sapent comme ça le travail de l'IGPN, d'abord c'est une insulte à ceux qui travaillent à l'IGPN, parce qu'on me demandait hors plateau si c'est sévère l'IGPN. Il n'y a aucun policier qui vous dira qu'il a senti un moment de manège ou de fête foraine en allant à l'IGPN. Quand vous en sortez, je peux vous dire, vous êtes rincé. Moi, j'ai fait des assistances à audition, ça peut durer 15 heures. Ils font un travail de dingue. Ils sont même débordés de saisines. Ça, c'est encore un autre problème. Et quand ils travaillent sous l'autorité judiciaire, quand on attaque l'IGPN, on attaque la justice, on attaque encore une fois les institutions. Et moi, j'en veux beaucoup à ces politiques qui se font, je dirais, un plaisir pas très cher à bas coût de faire croire que l'IGPN protège ses membres. C'est faux. Un chiffre pour finir. Je crois, s'il est encore d'actualité, mais je le reconfirmerai sur votre plateau, que 50% des sanctions qui sont prises au sein de la fonction publique en France, des 3 fonctions publiques, viennent de la police nationale, alors qu'on est que 150 000 et qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires. Donc ça donne déjà l'idée du volume, d'abord du travail qu'on fait en disciplinaire, en administratif, au sein de cette institution. Donc c'est une insulte. 2100 sanctions l'année dernière. Oui, c'est Éric Revel. Et pour prolonger, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon voulait dissoudre l'IGPN et l'IGGN, si je me souviens bien, c'était dans son programme présidentiel. Et c'est vrai que votre argument, il est incontournable. Qui connaît mieux le fonctionnement de la police, le respect de la doctrine que la police doit appliquer, sinon des gens qui sont du cru et qui appartiennent à ce corps. Mais je voulais vous dire aussi une chose. Moi, j'ai trouvé votre démonstration super éclairante. J'ai appris un truc formidable que je vais répéter à l'envi. C'est la différence entre gérer un désordre et maintenir l'ordre. Parce que maintenir l'ordre, ça répond à des doctrines, à des respects, à des règles, et ça, on peut le comprendre. Mais gérer un désordre qui, par définition, est polymorphe et différent à chaque fois, ça ne répond pas à une doctrine précise, d'où la difficulté et peut-être certains débordements. Et je pense que c'est très important que vous expliquiez ça, parce que... Voilà, j'ai compris pourquoi la police est parfois dans des difficultés extraordinaires, non pas de maintenir l'ordre, mais de gérer des désordres qui sont polymorphes.